Bonjour, dans cette leçon, je vais aborder un patron de création qui s'appelle Builder. Alors, pour simplifier un peu ce patron, je vais utiliser l'analogie avec une usine qui va construire, par exemple, un téléphone. Alors, on prend l'exemple d'un iPhone. Donc, j'ai au niveau de l'usine un ensemble de protocoles pour construire les composants techniques, les composants de carte mère, etc. Donc, j'ai un ensemble d'étapes qui me permet de créer ce portable-là. Donc, j'ai la carte mère, après j'ai CPU, RAM, la coque, tout un processus qui est bien défini selon des étapes, qui permet finalement d'arriver à mon iPhone. Voilà, donc ici, je vais définir des étapes de construction, step by step, pour avoir au final un téléphone. Donc, on a construit Builder, d'où le nom de Builder. Alors, l'intention principale de ce patron, justement, de déplacer la logique de construction d'un objet en dehors de la classe à instancier. Donc ici, il y a une séparation de la construction d'un objet de sa représentation. Pourquoi? Afin que le même processus de construction peuvent créer des objets différents. Donc je vais utiliser le même processus. Le problème qui est résolu par ce patron-là, c'est la création d'objets complexes avec de nombreuses fonctionnalités configurables de manière flexible, justement. Si on prend l'exemple de Factory, justement, il y a un problème très important dans le patron Factory quand il s'agit d'un objet qui contient des arguments facultatifs ou un nombre important d'arguments fournis et requis et facultatifs. Je suis obligé de passer en paramètre, le client passe en paramètre tous ces arguments-là et ça peut induire en erreur ou en confusion. Donc, c'est vraiment très compliqué de mettre en œuvre un objet avec des paramètres facultatifs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce patron Builder justement pour construire un objet avec des arguments fournis et laisser les arguments facultatifs par la suite avec une méthode qui va les fournir au fur et à mesure. Donc ici, je vais un peu séparer la représentation de la construction et aussi d'éviter d'avoir charger tous les arguments facultatifs. Parce que dans le Factory, on est obligé de charger même des arguments qu'on n'en a pas besoin dans un objet X, je suis obligé de les avoir. Voilà. Donc la solution, bien sûr, de créer un moyen, de fournir un moyen pour créer différentes variations d'un objet sans modifier sa structure ou son code, ce qui le rend plus flexible et plus facile à maintenir. Rendre le code plus lisible et modulaire, car la logique de construction d'objets est encapsulée dans une classe de constructeurs distincts. Donc, j'ai plusieurs constructeurs distincts pour différencier les différents types d'objets. Extraire le code du constructeur d'objets de sa classe et de déplacer dans des objets distincts ou builders. Voilà. Donc, ça, c'est la solution. La structure. Donc, on a ici la première classe directeur. Le directeur permet de construire ou faire appel à builder part, donc à l'interface builder, qui contient la méthode de base qui est builder. Le concrete builder, ici, il va permettre d'implémenter l'interface builder et d'avoir un protocole d'assemblage et de construction bien défini pour créer enfin un objet donné. On va illustrer ce patron par un exemple. Voyons à gauche ici, vous avez la structure du patron et à droite ici, vous avez l'exemple de construction d'un iPhone, par exemple, ou d'un téléphone. Alors, la première chose à faire ici, d'abord, c'est de construire une interface qui contient toutes les exigences d'un iPhone en termes de display resolution, processeur, RAM, etc., de les définir. Par la suite, de les implémenter dans une classe qu'on a appelée ici Mobile Requirements. Cette classe-là va être utilisée dans l'interface de base eBuild Mobile, qui est le cœur, c'est la classe abstraite ou l'interface qui va vraiment créer ce portable-là avec les mêmes, bien sûr, les mêmes méthodes, build display, processor, RAM, etc. Et on va avoir, par exemple, deux exemples. J'ai iPhone et Samsung. Donc, je vais créer un iPhone avec son processeur, sa RAM, sa coque particulière et je vais créer un Samsung. Voilà. Donc ici, le produit final, c'est un iPhone 14 qui est construit en utilisant la classe iPhone qui est, elle, une implémentation de l'interface eMobile, eBuild Mobile. Donc, passons maintenant au code. Donc, la première des choses, c'est définir l'interface eMobile Requirements avec toutes les méthodes.
d'avoir la classe mobile requirement qui va implémenter cette interface, donc set mode name, etc. Donc on va faire des sets, on va définir c'est quoi ces méthodes-là. Par la suite, l'interface build mobile. Donc je vais décrire toutes les fonctionnalités principales en termes d'exigence pour la construction d'un mobile. Et l'iPhone, donc ici avec l'implémentation réelle des requirements, du display resolution, etc. Donc, qu'est-ce que c'est ces méthodes-là? Je vais les définir en détail. Et pour Samsung, je vais les définir en détail par rapport au modèle Samsung. Maintenant, au niveau de mobile, donc c'est comme si c'était l'usine qui permet de construire et d'assembler. C'est elle qui va faire les étapes d'assemblage de tout ce qu'on avait défini dans le Builder Mobile. Donc ici, j'ai la méthode Assemble Mobile qui va permettre de faire tout étape par étape, processeur, RAM, etc., jusqu'à construire tout l'iPhone ou le Samsung. Au niveau du main, ici, je vais faire des instanciations en choisissant le modèle qu'on veut. Alors, les usages connus de ce patron, c'est quand on veut créer des objets complexes et configurables, en permettant aux utilisateurs et surtout aux développeurs de sélectionner les différents composants et de configurer selon les besoins. Donc, on peut avoir plusieurs besoins à chaque fois dans un programme. Je vais faire des builders pour des fichiers de configuration. Générer des fichiers de configuration, donc selon les options et les préférences des utilisateurs. Générer aussi automatiquement des constructeurs et des méthodes de construction pour les classes. Exemple, ici la bibliothèque Lombok qui va générer tout ce qui est getter et setter automatiquement sans que l'utilisateur ou les développeurs écrit une seule phrase de ce qui est get ou set. Enfin, construire des images de conteneurs personnalisables, justement, selon un fichier de configuration. Je donne l'exemple de Dockerfile. Je vais créer des images. Donc ici, je vais vraiment avoir la possibilité de construire ce que je veux. L'analogie, donc je vous donne, par exemple, je suis dans un restaurant, il y a une chaîne de production, préparer un hamburger. Donc il y a des étapes à suivre pour faire l'hamburger. On ne peut pas suivre des étapes un peu inverses. Donc il y a des étapes bien déterminées. Construire une maison logo, il y a une façon de construire, justement, le builder, il permet de le faire. Construire un personnage en jeu vidéo, donc ça c'est un exemple de builder. Création par l'utilisation de différents attributs choisis par le constructeur. Donc ici, le constructeur il a un ensemble d'attributs. Selon ces attributs, je vais construire mon personnage ou mon hamburger ou ma maison ou peu importe. Alors, des exemples réels, on a l'exemple connu en Java, le String Builder, qui crée des chaînes de caractères modifiables. Flac RESTful, au niveau de Python, pour créer des réponses en JSON personnalisables en termes de champs, messages d'erreur, etc. Ça permet d'avoir une vraie flexibilité. 3D Blender, donc pour créer des modèles en 3D de personnages en utilisant des maillages et des squelettes et des textures en fur et à mesure selon le besoin. Alors, les avantages de ce patron, c'est bien sûr créer des objets complexes de façon très flexible. Donc, il y a le processus de construction en étapes qui est vraiment très intéressant. La flexibilité facile à configurer et à réaliser pour créer des objets différents. Je n'ai pas besoin de créer à chaque fois tout le processus. C'était les étapes pour tous les objets. Facilité d'utilisation. Donc, il y a une interface vraiment claire et simple pour définir des différentes étapes de construction. Et séparation des préoccupations. Ce qui est important, on doit séparer les trucs facultatifs des trucs essentiels. Donc ici, d'isoler les détails de construction de l'objet et de son utilisation finale. Alors, il y a des inconvénients, bien sûr. C'est au niveau de la mise en œuvre. Il y a une certaine complexité de la mise en œuvre. Donc, on peut avoir un code un peu difficile à comprendre quand on a plusieurs variantes. On a plus de code dans ce patron, plus de temps donc de compilation, avec des problèmes de performance dans les applications à grande échelle. Donc ici, il faut vraiment prendre en compte ce volet qui est vraiment des inconvénients. Il n'est pas approprié pour des objets simples. C'est-à-dire au niveau de la surcharge, inutilement, on ne peut pas surcharger inutilement un objet simple. Donc, voilà. En conclusion, ce patron est vraiment très utile pour simplifier la création d'objets complexes, étape par étape, et produire des différentes variations d'un objet en utilisant le même code de construction. Il permet une plus grande flexibilité dans la construction de ces objets.
il facilite la maintenance du code en permettant justement les modifications plus faciles et moins invasives des classes de construction. Alors, l'utilisation excessive ou inappropriée de ce patron peut entraîner une surcharge et rendre le code plus complexe. Donc, il faut faire attention. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette leçon. J'espère qu'elle est claire. Si vous pouvez trouver plus de détails de cette leçon au niveau de la plateforme, en bas de description. Je vais aborder par la suite donc le patron prototype, qui est le dernier patron de création. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau de commentaires au niveau de la plateforme. Voilà, merci.